Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas de retour de la pause. Je vais me permettre de commencer pour qu'on puisse avoir la chance d'avoir Sam Ska et Smokey qui sont allés se reposer et qui vont partager avec moi tout à l'heure le panel. J'aimerais commencer par remercier le Congrès panafricain de me donner encore l'occasion de revenir à Munich pour une troisième fois. Et un peu comme Afyong, je me sens de la famille. J'aimerais aussi surtout présenter tous les respects des membres du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique qui existe déjà depuis 1984. Et j'ai une pensée tout à fait particulière pour Jean-Marc Ella, que vous ne connaissez pas, mais qui, avec Théophile Obenga et moi-même, avons fait à Montréal le 10e congrès à la mémoire de Cheikh Anta Diop, et qui est aujourd'hui décédé, et qui me permet très rapidement de revenir sur certaines des choses que nous avons vues aujourd'hui, parce que une des grandes questions et les grands malentendus qu'il y a sur la question du développement, sur pourquoi est-ce qu'il faut comprendre l'égyptologie, c'est au fond la question de la modernité. Dans le panafricentrage, qui est la philosophie que j'essaye de propager, j'explique en réalité que la modernité commence paradoxalement dans la période antique, mais que pour une conception eurocentrique du monde, l'Afrique est exclue. Pourtant, si je reviens à ce que nous avons vu au niveau du savoir scientifique, lorsque vous êtes capable de calculer la trajectoire elliptique de l'étoile Sirius et de deviner qu'il existe une naine blanche à la limite de notre galaxie, que vous comprenez que cette trajectoire correspond à un calendrier de 1456 ans et qu'on est il y a 7000 ans d'histoire, que vous bâtissez une structure pyramidale que nous ne pouvons toujours pas égaler aujourd'hui, et que l'âme du pharaon transite par deux orifices à plus de 80 mètres du sol, et qui sont les trajectoires directes du bas qui vont vers la constellation d'Orion et Sirius, qui est Canis Major, vous comprenez à ce moment que la question de la modernité est très mal posée, que nous devons regarder avec humilité les sociétés passées. Les gens de Ghana, les gens du Mali connaissaient la Chine, mais c'était un commerce lointain. Ce qui est fascinant, et je reviens à la préoccupation de monsieur pour essayer de comprendre pourquoi il faut étudier l'histoire, si on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la revivre. Et donc, ce n'est pas par narcissisme que nous étudions l'Égypte. L'Égypte est la seule civilisation qui a connu une période de stabilité ininterrompue pendant plus de 3000 ans, à l'exception d'un moment, en dehors des envahisseurs qui venaient souvent, c'est la révolution osirienne, un moment de perturbation incroyable de la société égyptienne. Et je suis donc venu vous parler de révolution parce que si la révolution était une exception en Égypte, c'est parce que c'était un pays stable. Et cette stabilité, elle était liée à la Maat. Et la Maat, c'est une femme, c'est une déesse, c'est l'équilibre. J'appelle matérialisme la conception qui permet de comprendre l'équité, la justice, l'ordre systémique du monde et de l'univers, l'équilibre de nos sociétés, notre rapport avec l'environnement et le vivant. Je crois que la sémantique, les mots que nous utilisons, sont chargés de façon eurocentrique. Le mot révolution lui-même, quand on y pense scientifiquement, une révolution, c'est quelque chose qui fait un tour complet sur lui-même. Ça veut dire qu'on revient à son point de départ, c'est-à-dire la restauration. C'est parce que les gens qui l'ont conçu, dans l'univers occidentalo-centré, avaient une conception mécaniste du monde. Ce terme, nous l'utilisons, mais il n'est pas innocent. Le terme de développement, Entwicklung, comme vous dites en allemand, lui aussi est constitutif d'une conception du monde productiviste. En réalité, nous devons recouvrer notre rapport à la nature. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux révolutions. Et je viens vous parler non seulement de l'épisode révolutionnaire du Burkina Faso que nous venons de revivre, mais je crois que le Burkina Faso, petit pays enclavé, pauvre du monde, est cet endroit même qui nous apprend les leçons de la modernité et du développement.
Et je vais expliquer pourquoi. Si nous sommes d'accord que ce pays a été démembré et reconstitué entre la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta, si nous sommes d'accord que c'est dans ce pays qu'a eu lieu une première révolution qui a chassé son leader, Mauricio Mogo, alors qu'il convolait en noces avec une jeune femme de 19 ans, si nous savons que la Haute-Volta fait partie d'un immense ensemble qui a été retenu par la France, qui a perturbé avec la France-Afrique son développement pendant les 60 dernières années, nous devons alors à ce moment-là considérer que la Division internationale du travail qui a maintenu ce pays-là doit être à blâmer parce que c'est un système monde qui s'est construit. Et je vais expliquer très rapidement pourquoi c'est important de comprendre la périodicité historique. Le Burkina Faso est un tout petit espace. Il est dans la marge de la périphérie. Dans la marge de la périphérie, c'est-à-dire que sa signification dans la Division internationale du travail est infime. Mais sa main-d'œuvre va servir, principalement en Côte d'Ivoire, à ce que nous ayons du café et du cacao sur les tables occidentales. Toutes les variétés de café et de cacao possibles, à un prix vil. C'est ce processus que Thomas Sankara et la dernière révolution africaine a essayé de changer. Lorsque Thomas Sankara arrive, un militaire avec une conscience, ce qu'il essaie de mettre, c'est en fait un processus révolutionnaire, c'est-à-dire une rupture avec le néocolonialisme, une rupture avec les pensées rétrogrades et obscurantistes de la société, un changement des modes de production, un changement des rapports entre les hommes et les femmes. Et il réussit à atteindre l'autosuffisance alimentaire en l'espace de 3 ans, reconnaissant même les satisfecit de la FAO. Il réussit à vacciner sa population, à régler le problème de la santé, ayant les satisfecit de l'OMS qui ne parvient pas à faire la même chose dans tous les autres pays du continent africain. Ceci a été une démarche volontariste, peut-être en avance sur le peuple, mais n'aurait pas été possible sans la capacité du peuple burkinabé à répondre historiquement. Thomas Sankara a été assassiné, non pas par des amis locaux, comme on essaie de le faire croire. Il a été assassiné par un complot ourdi au niveau international, par des agents de la CIA, par la France, ou en tout cas la France-Afrique, et leurs relais locaux. Lorsqu'il est mort, on a dit qu'il est mort de mort naturelle. Il a fallu attendre 10 ans. Et c'est le moment de rendre un hommage tout à fait particulier à une femme tout à fait unique, qui pendant 10 ans a patiemment attendu, alors que partout on commémorait la mort de Thomas Sankara. À quelques jours de la prescription décennale, c'est-à-dire à quelques jours de la période où, si on ne portait pas plainte, le cas de Sankara serait réglé. Et le ministre de la Justice à l'époque, qui aurait dû régler le cas, c'était son meilleur ami et son assassin. À quelques jours de la date de prescription, Mariam Sankara, ici présente, se rend compte que si elle ne porte pas plainte contre X, est faux en écriture juridique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est mort instantanément avec 12 personnes et mort de mort naturelle, eh bien, ce cas serait clos comme la plupart des autres cas. Or, les cas de l'Afrique sont nombreux. Nous avons le cortège des martyrs, le nombre de chefs d'État qui ont osé perturber la marche néocoloniale et impérialiste du monde est le plus grand au niveau des statistiques. Et donc, il y a eu un cas. Ce cas a commencé avec quelques avocats. Il a grossi au point d'être une vingtaine d'avocats. Nous avons poursuivi l'État du Burkina Faso. Nous avons perdu en Cour suprême, de façon odieuse. Ce pays avait fait l'erreur de signer le protocole aux Nations Unies et nous l'avons poursuivi au système des Nations Unies. Pour la première fois en 2006, nous avons gagné. C'était la première fois dans l'histoire des Nations Unies, mais aussi la première fois dans l'histoire de l'Afrique. La question ici, ce n'était pas une revanche, c'est de comprendre que si l'impunité perdure, le pillage de nos ressources, la perturbation des initiatives révolutionnaires, le développement de nos pays va continuer. C'est pour ça que nous avons fait ce travail. Très conscient que cette victoire était compromettante, c'est au sein même du système des Nations Unies qu'on va s'arranger pour refermer ce cas. Et donc, nous avons perdu très rapidement ce que nous avions gagné. Mais le droit avait été dit. On avait reconnu à Mariam le droit à la sépulture de son époux,
de savoir les circonstances de son décès, d'avoir une idée exactement de pourquoi la rectification n'avait pas été faite, de rectifier le certificat de décès, de la compenser et de donner l'ordre de poursuite. Ça, c'est resté. Et donc, je dois dire que, alors qu'une grande partie de l'opposition du Burkina avait été cooptée par le régime, et je veux dire un mot sur ce régime, c'est Mariam Sankara et quelques rares sankaristes dans ce pays qui ont représenté l'opposition au régime Compaoré. Et aujourd'hui, même s'ils n'ont pas une chance de gagner ces élections, pour nous, en tout cas panafricains, nous savons que ce sont eux qui ont véritablement résisté contre le régime Compaoré. La génération qui a suivi n'a pas connu le régime Compaoré, autrement que sous son nouvel habillage respectable, maquillé par la France, Jacques Chirac et le dispositif de la France-Afrique. Elle n'a pas connu l'épisode révolutionnaire du Burkina Faso de Thomas Sankara, mais elle a bénéficié d'un mouvement transnational de résistance à travers le monde dans l'affaire Thomas Sankara, qui a été gardé non seulement vivant dans les mémoires. Et vous vous rappelez peut-être qu'en 2007, lorsque Mariam Sankara s'est rendue pour la première fois dans son pays, nous avons eu une effervescence extraordinaire à l'échelle du globe et particulièrement dans ce pays. Cette jeunesse a vu ce qui se passait. Cette épine dans le pied du système Compaoré l'empêche de dormir, l'empêche de pouvoir continuer. Pourtant, c'est un des pays compradors les plus riches. Il s'est enrichi avec Charles Taylor et Fodé Sanko dans le pillage du Libéria, de la Sierra Leone. Il a contourné les diamants de l'UNITA, l'embargo des Nations Unies. Donc, ils se sont non seulement très bien enrichis, mais ils ont réussi à se rendre incontournables. Incontournables au point que le dispositif impérialiste le choisit pour être le médiateur sur la plupart des conflits qu'il a lui-même la capacité de attiser. Et c'est ainsi qu'il est rentré dans la spirale sécuritaire. C'est justement en voulant rester au pouvoir, en voulant tripatouiller la Constitution, que ce même peuple s'est réveillé. Et cette fois-ci, pas une génération qui n'a connu de Sankara qu'un côté romantique, mais qui a compris, même confusément, qu'il ne fallait pas laisser au pouvoir cette bande d'assassins. Et ce peuple est parti à main nue, à pieds nus, braver les balles du RSP, un régiment présidentiel qui avait partagé le pays et qui était soutenu dans la sous-région par l'impérialisme, qui est soutenu par l'Africom. Ils sont allés, ils ont bravé. L'Union africaine a condamné ce coup d'État. Les pays de la sous-région en syndicat ont refusé de le condamner. Les jeunes ont fait une première révolution, ils ont chassé leur président. Un an plus tard, vous avez vu la scène, lorsque ce tripatouillage constitutionnel est avenu à son comble et que parmi certains de ces assassins, notamment Diendéré, le RSP est revenu au pouvoir dans une manœuvre désespérée de baroud d'honneur, probablement cautionnée par les gens de son parti. Les jeunes sont revenus dans la rue. Ils ont réussi à interrompre, au péril de leur vie. Et là, nous avons la chance d'avoir Smokey et Samska, qui sont les représentants illustres de ces générations-là. Une relation qui existe en Espagne, en Grèce, partout où des indignés se lèvent. Une grande partie de ces jeunes ont une grande capacité d'indignation parce que leur horizon est bloqué. L'horizon du monde est bloqué parce que le mode de production dans lequel nous vivons n'est plus viable. Et ces générations comprennent même confusément que l'exil à travers le désert, l'Atlantique, ne peut pas être une solution. Que les responsables de leurs conditions sont en fait ceux qui les dirigent. Nous savons pertinemment que le premier mouvement dans le renversement des régimes compradors doit être suivi par l'édification d'un processus de développement autocentré. Parce que ce qui s'est passé au Burkina récemment, c'est aussi passé au Mali, c'est aussi passé en Tunisie. Et l'impérialisme est toujours capable de restaurer les anciens régimes sous de nouvelles figures. Voilà pourquoi il est très très important de s'organiser. Pour s'organiser, il faut bien sûr qu'il y ait une indépendance de la justice, qu'on puisse assurer l'indépendance de la justice et laisser poursuivre tous les dossiers pendants, car l'impunité a trop assez duré. Dans le cas de l'affaire Sankara, vous saurez peut-être que ce que peu de gens savent, c'est que la veille du coup d'État, c'est-à-dire à quelques heures du coup d'État, le juge d'instruction qui avait été poussé dans l'affaire de l'exhumation par nos avocats à faire une enquête sur les restes de Thomas Sankara et des 12 autres victimes,
mais aussi la balistique, avait convoqué nos avocats pour leur donner les résultats. Ça fait presque 2 ans que nous attendons ce moment. Mais Diendéré et ses camarades savaient pertinemment que ces résultats les incriminent. Ils se sont empressés d'aller faire ce coup d'État. Nous savons que ces gens acculés, éminemment dangereux, savent qu'ils sont aux abois. Et nous savons aussi que nous allons gagner. C'est quelque chose que nous savons déjà lorsque nous avons commencé ce cas, parce que nous sommes du bon côté du droit, nous sommes du bon côté de l'histoire. Mais pour que cela se fasse, il faut une mobilisation. Or, les mobilisations internationalistes que nous avons sont faibles. Elles arrivent par épanchement lorsque nous avons des événements et ensuite elles disparaissent. Nous devons poursuivre les auteurs de l'enlèvement du président Kafando, du premier ministre Zida, de ceux qui ont détourné les deniers publics du Burkina Faso. Nous devons poursuivre ceux qui ont osé tirer sur ces jeunes enfants dans le processus révolutionnaire. Nous devons aussi nous assurer que la transition et le régime qui arrive dotent d'un fonds de solidarité les victimes qui sont tombées, les familles de victimes, qu'il y ait un programme pour soutenir ces révolutionnaires. Il faut non seulement interdire de voyage tous ces gens qui ont participé à ce putsch, mais il faut surtout geler leurs avoirs, débusquer ce qui se passe. Un pays comme le Burkina, qui est pourtant si pauvre, est devenu le 4e producteur d'or en Afrique. Cela s'est fait parce que des avocats canadiens, véreux ou pas, ont refait les codes miniers tels que l'exigeait la Banque mondiale. Et ça, c'est à l'instar de toutes nos ressources aujourd'hui pillées sur le continent. Les États reçoivent entre 4 à 7%. Comment voulez-vous vous développer avec 4 à 7%? Lorsqu'on parlait de la recherche scientifique dans les universités, c'est des pièces qui manquent dans le dispositif du savoir. On ne peut pas construire de routes, on ne peut pas s'occuper des hôpitaux avec 4 à 7% de nos ressources. Pour cela, il faut une nationalisation. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de processus révolutionnaire s'il n'y a pas une maîtrise de notre accumulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord d'être maître de nos ressources, de nos matières premières. Ça veut dire la capacité de les garder dans le sol, de les exploiter, de les vendre à qui on veut. Cette capacité, les pays africains l'ont perdue. La deuxième, c'est la question de la centralisation du surplus. Avoir la capacité d'avoir notre propre monnaie, d'avoir la capacité de transiger sur le marché mondial avec une monnaie africaine, de pouvoir réguler l'équilibre entre ville et campagne en relevant le prix de production des agriculteurs. Ce n'est que de cette façon-là qu'on peut rééquilibrer véritablement le développement de nos pays. Troisièmement, c'est avoir la capacité de la reproduction technologique, de pouvoir aller à notre rythme, même si les brevets frappés d'obsolescence sont difficiles à reproduire, que nous puissions ensuite avoir un système d'industrialisation qui va soutenir une agriculture. Et cette question de l'agriculture est la question centrale. Vous savez qu'en 1900, dans le congrès de Sylvester Williams, la question c'était l'accaparement des terres. C'était absolument prémonitoire. Aujourd'hui, c'est la question centrale du continent africain. On disait tout à l'heure, on fait des fleurs au Kenya, en Éthiopie, mais c'est pour les tables occidentales. On ne peut pas manger de fleurs. En réalité, c'est ce système de monoculture qui détruit notre agriculture. Ce qu'il nous faut, c'est plutôt une agriculture vivrière capable de résoudre l'autosuffisance alimentaire, de produire à l'échelle du continent, afin que les prix du marché intérieur de biens de consommation de masse du continent africain soient vraiment réglés. À ce moment-là, nous faisons ce que la Chine a réussi, c'est-à-dire créer son propre marché et pouvoir ensuite compétir sur le marché mondial. Un des points qui est le plus important, c'est la question de la défense stratégique. La défense stratégique, c'est notre capacité de compter sur nos propres forces. Or, pour l'instant, et j'y reviendrai, l'essentiel de notre dispositif militaire a été quadrillé. L'essentiel de notre dispositif militaire, je ne sais pas si on peut avoir l'image que je voulais montrer, est quadrillé à partir de votre propre pays, ici même en Allemagne. Les représentants du Burkina Faso, Compaoré, même le président Zida, qui est devenu Premier ministre, étaient responsables de l'Africom, une base qui est ici même, dans votre pays, à Stuttgart, qui est le dispositif américain qui coordonne tout le système de recolonisation militaire du continent africain, que vous savez peut-être confusément. Il ne pourrait pas y avoir de développement du continent africain tant que cette base existe dans votre pays. Parce que c'est ici, dans ce pays, que le continent africain a été divisé. Et nous ne laisserons pas ce pays recoloniser le continent africain, ni avec les États-Unis, ni avec l'Amérique. Cette base viole votre propre constitution. Cette base, et vous pouvez couper, cette base
coupe, non seulement viole la constitution allemande, mais elle est même contraire aux vœux du peuple allemand. Et elle est inconnue de la plupart des Africains. Pourquoi? C'est parce que les pays de l'OCDE et des États-Unis ont peur que nos peuples se réveillent. Ils ont peur que le panafricanisme ne marche. Et ils ont surtout peur que nous fassions le choix de d'autres puissances dans la coopération internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que leur espace stratégique puisse profiter à la Chine, à l'Inde, à d'autres pays. Ils ne veulent pas que nous nous développons parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources. Et ça non plus, nous n'allons pas le laisser faire. Maintenant, pour nous, le problème central, c'est comment ces petites révolutions, qui sont des avancées révolutionnaires, vont permettre la construction d'un État confédéral. Il est possible que cet État confédéral, je ne le vois pas, et que même mes enfants ne le voient pas. Mais je sais que c'est la solution. Et c'est d'ailleurs la seule solution que l'Afrique apportera à la mondialisation. D'abord parce que c'est en Afrique qu'il y a eu le premier État confédéral. Cet État a existé il y a presque déjà 10 000 ans. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais il y avait déjà per A, c'est-à-dire un chef d'État, un système de fiscalité, un système d'agriculture qui existait au moment où les autres civilisations n'existaient pas. C'est ce modèle basé sur notre compréhension écosystémique de comment être en rapport avec la nature, comment être en rapport avec nous, que nous devons recouvrer. Les précurseurs ont compris, que ce soit ceux qui étaient en diaspora, comme Dubois, Marcus Garvey, ou Nkrumah, ou Sankara. Notre génération a un défi extrêmement difficile. Le premier, c'est qu'il doit redécouvrir les vertus de la politisation. Il y a un grand discours sur le fait qu'il ne faut pas s'engager en politique. Tout est politique. Les gens qui pensent que par la société civile, ils peuvent changer les choses se trompent. La société civile est un laboratoire qui doit être animé par un surveillant qui est beaucoup plus que citoyen. Il est éminemment politique. Le changement social, le changement progressif, celui qui permettra aux femmes d'accéder au pouvoir, celui qui permettra aux jeunes de pouvoir faire la transformation qualitative, passe par la politisation. C'est pour ça qu'il faut s'engager. Que vous allez à droite ou à gauche, le problème ne se pose pas. C'est l'engagement politique qui permet la transformation. Je disais qu'il faut profiter des moments révolutionnaires pour enclencher une marche volontariste vers le panafricanisme autocentré. Ceci n'est pas du goût du système monde. Il n'est même pas du goût des autres partenaires. Mais par contre, il va se faire dans une dimension d'abord tricontinentale. Parce que la mondialisation crée ce qu'on appelle une polarisation, c'est-à-dire qu'elle crée des périphéries. L'Amérique latine et l'Asie vivent des conditions similaires aux nôtres à de moindres degrés. Mais il n'y a que nous qui sommes restés coincés dans un dispositif vieux de plus de 6 siècles. Maintenant, il y a la portion que l'Union africaine propose, c'est-à-dire l'intégration dans l'économie monde, mais aux conditionnalités de ces bailleurs de fonds. Nous la refusons. Nous avons refusé le NEPAD et nous refusons le nouveau plan. Nous avons d'autres stratégies. Il y a ici M. Hakim qui pourra davantage nous parler de l'historique des 70 années. Nous devons apprendre sur ces 70 années de congrès. Il me disait, il y a une prolifération de congrès, mais il y a aussi des initiatives très salutaires. Nous venons de recevoir des camarades du comité d'initiative pour le premier congrès fédéraliste pour les États d'Afrique unie, une lettre, parce qu'ils auraient voulu être là, elle est signée par Mignane Diouf, qui est le coordonnateur du comité international provisoire. Il dit, ce n'est pas fortuit que Amado et Badara Diop soient respectivement coordinateurs du comité d'initiative régionale pour l'Europe. Le thème central du 5e congrès, réappropriation des voix et des Africains de la diaspora, est certainement un choix judicieux. Je lis sa lettre. Le destin du continent dans un monde en pleine mutation géopolitique doit être déterminé par les Africains du continent et de la diaspora. Et ceci, ils ne sauraient le faire sans que leur voix ne soit entendue. Il est donc important qu'au-delà de ce congrès, que des initiatives allant dans le sens de faire entendre ces voix soient prises. C'est dans ce sens que s'inscrit l'appel pour le premier congrès fédéraliste panafricain. Effectivement, cette initiative, une parmi plusieurs, appelle pour un congrès fédéraliste. Quel enseignement va-t-on tirer de ce que le Burkina vient de réaliser? Si les jeunes du Burkina
se lance dans un processus qui exige de la transition qui arrive, que l'État qui se crée se fasse dans la perspective de la création d'un État continental, un peu comme Kwame Nkrumah avait fait. Si nous avons une jeunesse qui dit qu'elle ne veut plus des régimes compradors, qui comprend que son destin est lié à la transformation rapide et qualitative de notre développement, alors oui, nous allons dans un processus qui va s'accélérer. Le dernier segment que je voulais vous montrer est à la fois important parce que, comme je l'expliquais, pour l'instant, la marche du système ne fonctionne pas. Pourriez-vous venir juste quelques petites secondes avant? Just a little, can you just go a little, maybe 1 minute before, please? J'essaie d'expliquer à partir de ces images que la militarisation du continent, l'instrumentalisation des conflits, c'est le syndrome de pompier pyromane. La grande majorité des choses que vous voyez dans ce film sont dans le film Africom Go Home, qui est sur la table. On y explique en réalité que la nébuleuse terroriste que vous voyez aujourd'hui taper l'Afrique, le Moyen-Orient, une partie de la Méditerranée, a été instrumentalisée et créée principalement par les néocons américains, avec des Émiratis, des pays du Golfe, qui se sont appliqués à créer cette nébuleuse à l'époque de la lutte contre le soviétisme. Ces systèmes-là ont rhizomé. Je ne dis pas que dans le ressentiment contre la mondialisation, les culturalismes, les intégrismes locaux n'existent pas. Je dois aussi expliquer pourquoi, dans la mentalité arabo-musulmane, il y a cela. C'est parce que l'Orient a apporté le savoir et la civilisation en Occident. Parce que de Bagdad à Cordoue, des gens ont littéralement transformé le savoir en apportant de Chine, d'Inde, des savoirs scientifiques qui ont permis l'édification de l'Europe. Donc, ces gens sont nostalgiques du fait que leur empire qui n'existe plus est condamné par un système qui est la mondialisation capitaliste. Je ne justifie pas le terrorisme, je vous explique l'affect dans laquelle la mentalité du peuple arabe assiégé aujourd'hui par la question israélo-palestinienne, par l'instrumentalisation, fait qu'il y a des sympathies. Réfléchissez, pourquoi voulez-vous que des jeunes Africains aujourd'hui se mettent avec une bombe et vont dans un marché tuer? Parce qu'ils croient que les empires théocratiques qu'il y a eu au Kanem-Bornou, au Sokoto, l'empire du Mali, l'empire mandingue, étaient aussi des sociétés théocratiques arabo-musulmanes et qu'elles pourraient servir d'alternative. Donc il y a un sentiment. Mais ces réponses sont des réponses culturalistes, c'est-à-dire que ce ne sont pas les bonnes réponses à la mondialisation. Les bonnes réponses, elles sont dans l'internationalisme. J'ai forgé un mot que j'appelle le trans-internationalisme. Ça veut dire quoi? C'est un mot barbare, je reconnais. C'est tout simplement pour dire que si la financiarisation crée au niveau international un système transnational pour les capitaux, si vous avez des groupes aujourd'hui qui régulent l'économie monde et qui n'en ont pas le mandat, comme le G8, le G5, le G20, qui ont ailleurs imité le G77, c'est parce qu'en réalité, le système multilatéral est tombé et qu'aujourd'hui, il y a un système transnational qui émerge. Il est en haut, mais il y a aussi un système transnational plus bas dans les sociétés qui lie les gens. Et ça, ils doivent le redécouvrir par l'internationalisme. C'est ici même, à Berlin, qu'il y avait la Ligue contre l'impérialisme. C'est à Bruxelles, en 1927, qu'il y a eu le premier de ces congrès. Parmi eux, il y avait des gens comme Messali Haj, Lamine Senghor et compagnie. Ce sont ces gens-là qui animent notre sortie de crise. Il faut donc revenir dans le passé. Il faut que les jeunes qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso, pendant un laps de temps, parce que pendant quelques heures, ils ont vraiment eu le pouvoir, il faut qu'ils apprennent, parce qu'on ne refait pas la roue, il faut qu'ils apprennent de leurs classiques. Il faut se repolitiser, s'organiser massivement. Et à ce moment, nous qui avons eu la chance de vivre la lutte contre l'apartheid, qui savons pertinemment que ce système était soutenu par l'impérialisme, beaucoup plus que le Burkina Faso l'a été, mais que seule l'organisation locale et internationale a permis de faire tomber ce que l'impérialisme ne voulait pas, c'est-à-dire que l'apartheid continue. L'apartheid est tombé en Afrique du Sud, mais l'apartheid continue au niveau global. Nous vivons un apartheid global. Et cet apartheid global, je le répète, il veut l'Afrique sans les Africains. Une portion agissante des Africains d'aujourd'hui lutte. Nous sommes très peu nombreux, mais nous existons. Nous ne vivons pas que pour des congrès. Nous travaillons, beaucoup d'entre nous sont en exil et ce n'est pas leur place.
Beaucoup d'entre nous souffrent dans nos propres pays. Ce n'est pas leur place. L'essentiel de nos femmes n'ont pas accès au système qui leur permettrait d'avoir accès au pouvoir. Ce sont ces changements que Thomas Sankara a voulu apporter. Donc, j'ose espérer que vous soutiendrez le travail que nous menons dans cette affaire de Thomas Sankara. J'ose espérer que vous soutiendrez la lutte du peuple burkinabé, représenté par Samska et Smokey, qui nous fera un concert tout à l'heure. Un conscious party, dans lequel, en dansant, nous devons savoir que chaque pas de danse, c'est aussi des pas vers la sortie de crise, vers la révolution panafricaine. Je vous remercie.